Alors, bienvenue à la séance de ce matin. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à explorer le contentieux environnemental en voyant cette fois-ci la responsabilité écologique de l'administration. Alors, les citoyens ont beaucoup d'attentes à l'égard de leur administration au regard des enjeux écologiques. Et l'actualité d'ailleurs africaine s'y prête avec l'affaire Orano. Dans l'un de nos forums, à la suite d'une vidéo que j'ai postée hier où le président nigérien recevait les experts, des experts sur les questions d'uranium pour préparer son action contre la France. Donc, il est au niveau de l'établissement du préjudice, pas des experts, mais aussi la démonstration du lien de causalité entre les préjudices, maladies, morts, décès, contamination, l'étendue du préjudice écologique. Et l'auteur, qui est ici, Orano, dont l'actualité nous permet de nous pencher sur la question, d'autant plus que je disais dans l'un de nos forums, à la suite donc de cette actualité, de cette vidéo, une participante a réagi en nous rappelant la responsabilité du Niger dans cette catastrophe. La responsabilité du Niger de protéger sa population contre de tels risques, de telles atteintes. Dans le cas Niger contre Orano nous offre une fenêtre, un cas d'école pour apprécier la question de la responsabilité écologique de l'administration nigérienne. Donc, on pourrait ajouter à notre titre la responsabilité écologique de l'administration nigérienne pour coller à l'actualité. Alors, commençons par décliner le plan de la séance. Alors, on aura une introduction et un cours en deux principaux mouvements. Alors, on va étudier premièrement la responsabilité de l'administration pour atteindre direct à l'environnement. Donc, l'administration est l'auteur même des atteintes à l'environnement. Premier cas de figure.
Deuxième cas de figure, et ça pourrait être certainement le cas qui serait reproché au, au gouvernement nigérien, à l'État nigérien, la responsabilité du Niger pour faute de surveillance de l'environnement. Troisième cas ou hypothèse de responsabilité, la responsabilité sans faute de l'administration. Donc voilà les trois cas de figure autour desquels nous allons discuter ce matin de la responsabilité écologique de nos administrations. Alors, deux points seront examinés dans le cas de la responsabilité de l'administration pour atteindre direct l'environnement, à savoir une responsabilité qui résulte des travaux effectués par l'administration. Et on en a beaucoup d'exemples. Des grands travaux effectués par l'administration. Au cas des aéroports, la construction des édifices publics, des routes, etc. Et en second point, on fera les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Alors, sur le défaut de surveillance de l'environnement, deux points également seront examinés, à savoir la responsabilité de l'administration du fait d'une action administrative illégale. Ensuite, la responsabilité du fait de l'inaction de l'administration. Et dans le troisième cas de figure, on voit la question des troubles anormaux de voisinage et un type particulier de responsabilité pour risque. Donc voilà pour le menu. Alors, ce cours, ce type de contentieux a trait justement à, aux dommages causés à l'environnement par l'administration, ce qui pose le problème de la responsabilité de l'administration lorsqu'elle cause des dommages à l'environnement. Et la question qu'on va poser, c'est quelles sont les situations qui peuvent amener à établir la responsabilité de l'administration et dans quelles conditions on peut retenir la responsabilité écologique de l'administration devant un tribunal. Donc, l'administration peut être poursuivie en responsabilité pour le dommage qu'elle cause, soit à travers un acte administratif illégal en matière environnementale, soit en se fondant sur les travaux publics, soit enfin sur les préjudices anormaux provoqués par une activité dangereuse de l'administration. On verra chacune de ces situations. Donc, on a trois principaux fondements juridiques de mise en œuvre de la responsabilité de l'administration en matière environnementale. On l'a dit pour atteinte directe, pour faute de surveillance
et la responsabilité sans faute de l'administration. Alors, examinons chacun de ces fondements. La responsabilité de l'administration pour atteindre direct à l'environnement. Soulignons, pour commencer, que on va observer une préoccupation croissante des administrations, des pouvoirs publics en matière environnementale. C'est un enjeu qui est au cœur même de l'agenda de la plupart des gouvernements. Et cet intérêt, cet engouement qu'on va observer va entraîner l'adoption, le développement d'un corpus normatif au niveau nationaux, régionaux, continentaux, voire international. On va donc voir se développer, entre autres, le droit international de l'environnement et même les lois nationales ou les codes nationaux en matière d'environnement. Donc, la protection de l'environnement s'impose donc désormais à l'administration. L'administration qui est soumise au droit, dans un état de droit, l'administration doit respecter la législation environnementale. Donc, elle s'impose à l'administration dans de nombreux domaines d'action, qu'il s'agisse de la lutte contre la pollution, engendrée par les activités industrielles, de la protection de la faune et des milieux naturels, ou encore de l'aménagement du territoire dans toutes ses formes. Transport, réseau électrique, grands travaux. Vous voyez, dans ces secteurs, les enjeux environnementaux sont très importants en matière de transport, en matière d'énergie ou de grands travaux. Alors, comme je le soulignais, dans l'état de droit, l'État est soumis aux droits et notamment aux droits de l'environnement. National et international, dont la violation engendre la responsabilité environnementale de l'État devant son juge naturel, qui est le juge administratif. Alors, si on fait un petit tour en France, ben pourquoi en France? Parce que la France et les États-Unis, c'est vraiment deux pays de référence en matière environnementale. La France, l'Union européenne, les États-Unis, vraiment, c'est la pointe. Où ce droit il est très développé. Alors, la jurisprudence française, notamment le Conseil d'État, a reconnu que l'ensemble des droits et devoirs définis par la Charte de l'environnement, la France s'est dotée d'une charte de l'environnement. Et le Conseil d'État français va souligner que les droits et les devoirs contenus dans cette charte ont une valeur constitutionnelle. Donc, on a constitutionnalisé la protection de l'environnement en France.
les droits environnementaux sont érigés au niveau des droits constitutionnels. Et il est intéressant de noter à l'article 1 de cette charte que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Alors, il y a de quoi engager la responsabilité de nombreuses administrations pour violation de ces dispositions. Si elle était transposée dans nos droits notamment. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et c'est un droit constitutionnel. Alors, revisitons un peu cet instrument. Alors, on nous dit dans cette charte, le préambule, considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. Ressources, d'une part, nature, d'autre part, fondent notre humanité. Que l'avenir et l'existence même de l'humanité soient indissociables de son milieu naturel. Alors, donc, le préambule nous dit que la vie est indissociable de notre environnement, d'où la nécessité de protéger notre environnement et d'en faire une valeur sociétale, une valeur fondamentale. Allô? Que l'environnement est le patrimoine commun des humains, que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution. Donc, ce préambule met en avant toute l'importance de la préservation de l'environnement. Alors, il nous dit que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et les progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation, de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. La préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Dans une nation, il y a, aux États-Unis, par exemple, il y a cette notion qui revient toujours, vous allez l'entendre dans la bouche des politiciens, la sécurité nationale. Donc, pour les raisons de sécurité nationale, vraiment, le gouvernement a tous les pouvoirs. Il peut m'aller faire la guerre à l'étranger pour des raisons de sécurité nationale. La question énergétique, l'approvisionnement du pays en énergie relève de la sécurité nationale. Alors, je le dis pourquoi? Parce que ça fait partie ici des intérêts fondamentaux, par exemple, des États-Unis.
la question de sécurité nationale. Alors, la charte nous dit qu'à côté de tels enjeux importants, fondamentaux pour une nation, il y a la préservation de l'environnement. Donc, à côté des intérêts liés à la sécurité nationale, entre autres, à la prospérité du pays, de l'économie, par exemple pour les Canadiens, chez les Canadiens, c'est la prospérité de l'économie. Ils veulent, les Canadiens tiennent, c'est important pour les Canadiens qu'ils aient une économie prospère. C'est très important pour les Canadiens comme valeur fondamentale de société. On ne va pas beaucoup parler de sécurité nationale au Canada, oui, ça existe, mais on ne parle pas avec autant d'emphase que la prospérité. Alors qu'aux États-Unis, la sécurité nationale. Donc, à côté de ces enjeux forts, il y a l'environnement qui fait partie de ces grands enjeux dans une nation, dans notre civilisation. Et donc, afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins présents doivent accompagner la capacité des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Donc, on a parlé de l'article 1 qu'on souhaiterait voir dans toutes les constitutions africaines. C'est exactement ce qu'il faut pour le continent, à savoir que chaque Africain a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Et justement, c'est l'une des discussions que j'ai eues avec votre enseignant du droit international de l'environnement. Je lui faisais la remarque de l'impact de la protection de l'environnement sur la santé et l'épanouissement des Africains. Et cela ressort de l'article 1er de la charte. C'est consacré, la remarque que je faisais est consacrée par le droit et notamment la charte française. Sur l'environnement, article 1er, chaque Africain a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Et donc, à partir de cet article, on devrait poursuivre nos administrations pour les poubelles qu'on voit à Douala et à Yaoundé. C'est une violation de cette disposition constitutionnelle. Le droit de vivre dans un environnement sain. Donc, il y a matière, je ne connais pas l'état de nos législations, mais il y a fort à parier que des dispositions similaires se trouvent dans, dans, nos, dans nos textes, constitutions ou code de l'environnement ou loi environnementale. Article 2, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. L'enjeu de la participation citoyenne. Les interactions entre les citoyens et l'administration autour des enjeux environnementaux.
Et on aimerait voir le continent africain aller dans ce sens. Alors, on pourrait dire que ça existe déjà à travers les sociétés civiles, notamment les ONG nationales, dans leurs interactions avec le gouvernement, sur les enjeux, droits de l'homiste ou environnementaux. Alors, je ne reviens pas sur ces dispositions parce que nous les avons hier. Nous en avons discuté hier sur la réparation du dommage écologique, mais on peut s'attarder peut-être à l'article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état, des connaissances scientifiques pour affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques, l'administration veillent par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution à la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, d'adoption des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Alors, sur ce chef, sur cet article ou des dispositions similaires en droit africain, on pourrait questionner l'administration. On pourrait tenter d'établir, de mettre en œuvre la responsabilité de l'administration, la responsabilité environnementale de l'administration. Sur nombreuses catastrophes naturelles dans nos pays. C'est notamment le cas des inondations au Kenya, des inondations au centre-ville de Yaoundé, ou dans d'autres capitales africaines. Et notamment l'absence d'anticipation de l'administration, de mise en œuvre de procédures d'évaluation de risques et des mesures provisoires que l'administration devrait prendre. Donc, il y a un terrain très fertile pour mettre en œuvre la responsabilité environnementale de l'administration. Donc, personnellement, on encouragerait des procès contre les administrations africaines, non pas parce qu'on est hostile à nos administrations, mais parce qu'il faut faire avancer la cause d'administration, il faut pousser l'administration à faire son travail, à savoir prévenir la réalisation des dommages. Et sur ce fondement, on pourrait mettre en cause le gouvernement nigérien, par exemple. Et je crois que c'est ce que notre camarade a demandé dans le forum. Et ma réponse dans le forum ce matin, c'est de lui dire que oui, dans une perspective académique, c'est justement ce qu'il faut faire. C'est justement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire d'établir que l'administration, le gouvernement du Niger
les autorités publiques nigériennes n'ont pas mis en œuvre des procédures d'évaluation des risques de contamination à la radioactivité, qu'elles n'ont pas pris des mesures provisoires pour empêcher la contamination des populations riveraines, qu'elles n'ont pas paré à la réalisation du... Elles n'ont pas fait... L'administration nigérienne n'a pas fait son travail. Alors, dans l'une de nos vidéos la semaine passée, nous disions qu'on allait vers une responsabilité partagée. Là où vraiment on est dans l'académique. Dans la vraie vie, on va peut-être seulement poursuivre parce que l'intervention de notre ami dans le forum, c'était de dire que mais pourquoi on ne poursuit que le Orano. Alors, selon elle, on devrait aussi poursuivre le Niger. Bon, peut-être que le procès ne prendra pas cette tournure, mais au plan académique, nous, on va établir les responsabilités des uns et des autres. Et ce chapitre nous amène justement à établir la responsabilité du Niger dans cette catastrophe. On voit bien qu'il y a un fondement juridique qui encadre le comportement de l'administration face aux risques environnementaux, et notamment le devoir de protéger l'environnement. Donc, on voit bien que quelqu'un poursuive l'État du Niger devant le juge administratif nigérien. Alors, s'il n'y avait pas de risques, si on était dans des États sûrs où vous engagez votre action tranquillement et puis il n'y a rien, dans un pays comme le Canada, la France, vous engagez votre action contre l'administration, aucune menace, vous êtes tranquille, ça prospère ou ça prospère pas devant le tribunal. Et l'administration est obligée d'aller se défendre avec ses avocats. L'administration est obligée de se défendre avec ses avocats. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Le gouvernement sera questionné au Parlement. La responsabilité politique du gouvernement peut être engagée sur une faille comme celle-là. Donc, bref, le gouvernement est dans les trous. Mais ça, c'est dans des pays sûrs. Et puis, on peut, le cas échéant, demander au Premier ministre de démissionner ou au ministre de l'Environnement. Si le Premier ministre ne démissionne pas, on limoge le ministre de l'Environnement dans un, dans un cas comme celui du Niger. Quelqu'un doit partir. Quelqu'un doit partir. Un haut responsable doit partir, doit payer pour cette faute. Alors, la charte nous dit que les politiques publiques doivent promouvoir le développement durable. Alors, je suis content que le conseiller Jeff soit au cours aujourd'hui. Bienvenue, monsieur le conseiller.
Je suis content parce que je pense que les conseillers, leur travail, c'est de conseiller leur gouvernement, conseiller leur gouvernement dans l'action administrative et notamment à promouvoir le développement durable. Et c'est ce qui est dit ici, que les politiques gouvernementales doivent promouvoir le développement durable. Alors souvent, les patrons, les dirigeants politiques, bon, ils viennent là parce qu'on les a, c'est des politiciens, on a voté, tout ça là. Ils ne sont pas forcément des techniciens, mais à côté d'eux, il y a une administration, il y a des techniciens qui doivent dire à l'homme politique, dirigeant politique, que, ben, écoutez, cher patron, notre action politique doit tenir compte de telles exigences et notamment du développement durable. Alors, à cet effet, elle concilie la protection et la mise en œuvre de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Alors, ça m'intéresse énormément pour la RDC. Énormément. Pourquoi? Ben parce que, alors, on a un pays riche, la RDC est une vitrine, la RDC est regardée comme le moteur du développement de tout le continent africain. Les pays africains regardent la RDC, on attend de la RDC d'impulser tout le rêve de développement de l'Afrique. C'est un rêve pour l'Afrique, c'est un rêve, comme le rêve africain, comme le rêve américain, American Dream, le rêve canadien et le rêve africain, c'est le rêve du développement. Les Africains rêvent de se développer. Et en première ligne, c'est la RDC. Donc, il est intéressant de voir comment la locomotive africaine va impulser, va concrétiser, va réaliser le rêve africain du développement. Et comment ce développement sera mis en œuvre. Donc, quand j'observe la RDC, je vois les politiques gouvernementales, je vois les efforts que le gouvernement essaye de réaliser, notamment au plan économique. Parce qu'on voit un gouvernement qui se bat au plan économique, ça se voit, les partenariats, vraiment le gouvernement est de tout, tout flamme sur le plan économique. On le voit. Et ça ressort ici, le développement économique. Le gouvernement de la RDC est très actif sur le développement économique, mais ce n'est pas tout. Il y a deux autres enjeux où le gouvernement est attendu. C'est la protection de l'environnement, c'est un très grand enjeu, un défi gouvernemental en RDC et en Afrique. En RDC, d'abord parce que c'est le moteur de l'Afrique. Et il y a la question où la RDC peine sur le front social, la RDC peine. Alors, donc on voit bien que dans sa trajectoire de développement, si le gouvernement mène de front et de bonne manière la question du développement économique,
Et il reste deux enjeux. Il reste deux enjeux majeurs, l'environnement et la question sociale. Deux défis majeurs pour que le développement de la RDC soit durable. La RDC a un défi de durabilité. Alors, quel serait le rôle des citoyens et de la société civile sur ces enjeux où l'administration n'a pas les notes les plus élevées? Le volume est bas. Le volume est bas. Oh non, ça c'est la diapo. Non, jusque là, ça va bien, cher professeur. Ok, d'accord. Parce que j'ai vu un message là. Je vous en prie. D'accord. Alors, donc sur ces fronts-là, sur ces deux fronts, quel serait le rôle de la société civile et de la population, si vous voulez, pour amener le gouvernement à remplir son cahier de à savoir assurer le développement économique où il a 18 sur 20, à protéger l'environnement et les droits fondamentaux où il a 10 sur 20. Bien. Donc, on voit bien que au plan environnemental, il serait important, ça c'est mon point de vue, sur les questions. Merci, conseiller. Alors, on voit bien, ça c'est mon point de vue, hein, sur les questions environnementales et constitutionnelles. Parce que souvent, quand je réfléchis au contrôle de la constitutionnalité dans mon pays, au Cameroun, parce que c'est verrouillé. C'est verrouillé, je réfléchis souvent. Je pense qu'il faut donner plus de vitalité au contrôle de la constitutionnalité au Cameroun. Je ne sais pas ce qu'il en est vraiment en Afrique, je ne suis pas constitutionnaliste là. Mais, alors, je, je me dis qu'il faut ouvrir le contrôle de la constitutionnalité pour donner le dynamisme, pour donner le dynamisme, pour donner plus de dynamisme. Et donc, vous voyez, ça, alors, de mon point de vue, ça mène plus de liberté dans la société, plus de liberté dans la société, et puis, une population qui a confiance aux institutions du pays. Ça, c'est important. Les autorités, les autorités voient seulement le côté où elles sont malmenées par des procès et autres, là. Mais ces procès les amènent à s'améliorer au fond.
Parce que lorsqu'on attaque le gouvernement, si on l'amène devant son juge pour lui reprocher telle inaction, ben, en principe, le gouvernement tire les leçons des procès qui lui sont faits et améliore son action. Alors, si on amène le gouvernement devant le juge sur tel aspect, sur tel enjeu, ben, au sorti du procès, le gouvernement ne voudra plus qu'on le ramène, on le ramène au tribunal et il va améliorer son action. Il va améliorer la législation, il va améliorer son action gouvernementale. Donc, de mon point de vue, c'est en cela que c'est intéressant. Et puis, c'est la dynamique, on va le voir, du contentieux, du développement du contentieux climatique. Les procès qui sont engagés partout à travers le monde contre les États, les villes, ces procès vont dans le sens de pousser l'administration à faire plus pour protéger l'environnement et le climat. Donc, de mon point de vue, c'est dans ce sens-là il faudrait que la société civile fasse son travail pour amener l'administration devant ce type de forum, pour que l'administration nous explique pourquoi elle n'a pas pris telle ou telle précaution. Pourquoi elle n'a pas fait son travail. Au Niger, par exemple, le général est très fâché contre les Français, mais on pourrait aussi amener le général à la cour. Bon, c'est sûr que ce n'est pas lui, ça se passait, mais on pourrait l'amener, puisque c'est lui qui occupe les droits. On amène le général à la cour pour qu'il nous explique pourquoi l'administration nigérienne n'a pas fait son travail de protéger l'environnement et les populations contre les atteintes à l'environnement. Le général me ferait mal, il le ferait comme un affront, mais c'est justement ce qu'il faut faire. Alors, on va considérer que la charte environnementale posait un peu la table pour les discussions. Alors, voyons maintenant l'hypothèse, le cas où l'administration est responsable d'une atteinte directe à l'environnement. Parce que l'administration a des grands chantiers, le gouvernement, il veut construire un aéroport à Kisangani, il veut construire un port à je ne sais pas, telle province, il veut construire une route à je ne sais pas où, une autoroute, un chemin de fer, des grands travaux, on veut développer le pays. Alors, je rappelle que ce cours a été inspiré, conçu sur la base d'un article du professeur Ferchichi. Ferchichi, c'est un doyen du faculté de droit à Tunis, l'université de Tunis. C'est un publiciste et qui a produit un article sur la responsabilité environnementale de l'administration, je pense. Donc, selon le professeur Ferchichi, les hypothèses les plus fréquentes de pollution imputable à une personne publique à l'administration proviennent des dommages de travaux publics ou résultant d'un ouvrage public. Donc, les grands chantiers engagés par le gouvernement,
Alors, lorsque le ministre, on voit le ministre à la télévision, quand le ministre il va à la télévision, le gouvernement va construire un aéroport, le gouvernement va construire tel aéroport, le gouvernement entrepreneur. Donc, le gouvernement entreprend. Sauf que dans la réalisation de ces grands chantiers, grands travaux, grandes réalisations, alors la charte de l'environnement est sans doute les, les législations africaines consacrent le développement durable. Et donc, les politiques publiques, les grands travaux, etc., doivent être respectueuses du développement durable. Et donc, ces travaux, ces grands chantiers doivent respecter les normes environnementales et climatiques. Alors, près de 90% des collectivités mettent le développement durable au cœur de réalisation de leurs travaux publics. Et ça, ces statistiques, c'est certainement en Europe. Qu'en est-il chez nous? Alors, cela signifie simplement que les entreprises de travaux publics doivent intégrer le développement durable dans leurs appels d'offres, dans leurs dossiers, pour gagner les appels d'offres émis par le gouvernement. Lorsque le gouvernement fait son appel d'offres, on va construire l'aéroport et que les entreprises qui viennent postuler à ce marché, dans, dans leur dossier de candidature, il faut bien qu'on voie tout un chapitre consacré au développement durable. On va montrer comment, dans la réalisation du projet, on va respecter, on va intégrer le développement durable. Et on pose la question, quels sont les facteurs à considérer pour réaliser des constructions écologiquement durables? Comment s'y prendre pour réduire les impacts négatifs des travaux sur la nature? Alors, donc, on parlait de l'intégration des préoccupations environnementales, mais aussi sociales, droits de l'homiste, dans les constructions, dans les grandes constructions publiques. Alors, c'est intéressant de suivre un peu l'actualité, notamment française. Dans le débat public, la prise en compte de l'environnement s'impose de plus en plus en France. Donc, en France, le débat public est dominé par les questions environnementales. Alors, quand il m'arrive d'aller en France, quand je séjourne en France, alors, dès que j'ouvre la télé, parce que j'aime beaucoup suivre les informations françaises, même ici au Canada, je n'écoute pas les chaînes, j'écoute France 24. Je ne suis pas les chaînes canadiennes. Je suis très connecté aux informations françaises. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais noter? Qu'est-ce que je vais noter?
Ben, je vais précisément noter que la question environnementale se positionne comme soit le premier enjeu, soit le second, à côté de l'économie. C'est deux enjeux qui s'alternent. Tantôt, c'est l'économie qui est en tête, première préoccupation des Français ou des Européens. Tantôt, c'est l'environnement qui est la première préoccupation. Environnement, économie. Et ça depuis une dizaine d'années. Alors donc, la prise en compte de l'environnement s'impose de plus en plus en France pour des raisons de sécurité, de qualité de vie. Qualité de vie et de développement durable dans un contexte d'urbanisation forte dans des zones localisées et souvent sensibles sur le plan écologique. Voyez-vous? Alors, nous pensons, lorsque nous discutons entre amis, entre Africains, mais même avec des parents, on est convaincu pour nous, les Africains, que la meilleure place pour vivre, c'est en Afrique. C'est ce que je pense, personnellement. La meilleure place, c'est en Afrique. Parce que c'est notre milieu. C'est notre milieu culturel. On a nos habitudes, tout là-bas. On est bien chez nous. Voyez-vous? Mais dans mes discussions, justement, avec mes amis, je leur dis qu'il faut arranger le pays. Il faut arranger le pays. Pourquoi? Parce que j'aimerais vivre, voyez-vous, dans un environnement de qualité, qualité de la vie. Et ça, c'est une grande préoccupation pour moi. Et j'imagine que c'est une grande préoccupation pour les populations africaines, même si je ne sais pas si elles formulent très clairement cela dans les revendications politiques ou sociales, la qualité de la vie. Et donc l'une des attentes, justement, à l'égard des gouvernements africains, c'est d'offrir aux populations africaines une qualité de vie. C'est donc en cela qu'on peut apprécier des pays comme la France, qu'on peut apprécier le séjour en France, la vie en France. Parce qu'au niveau de la société, ça s'impose dans le débat public. Le gouvernement français doit assurer à la population française la qualité de la vie. Oui, ça devient une obligation gouvernementale. Et donc la question écologique prend tout son sens. L'État, le gouvernement, l'administration est responsable de la qualité de vie. Et donc, ce n'est pas un enjeu proprement européen ou celui de la société occidentale. C'est une aspiration humaine. Ça fait partie de la dignité humaine, de la dignité africaine.
Et donc, je suis très heureux que, une fois de plus, que le conseiller Jeff soit au courant pour l'entendre. Pour l'entendre. Et lorsqu'il sera dans une réunion gouvernementale, il va leur dire, écoutez, nos populations soupirent, aspirent à une qualité de vie. Parce que les populations de leur gouvernement. Et donc, lorsque le gouvernement échoue sur ce terrain, c'est le rôle des ONG, de la société civile, de presser le gouvernement, de le presser à agir, et le cas échéant, de le traduire à la Cour pour défaillance, négligence, inaction, etc. Bien. Alors, donc, tous les projets de construction-là doivent intégrer des préoccupations environnementales. Alors, donc, la jurisprudence des tribunaux administratifs ou pénaux responsabilise de plus en plus les acteurs publics de la construction et de l'urbanisme en matière de défense de l'environnement. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça que mon souhait, rêve, c'est de voir se développer le contentieux environnemental en Afrique. Ça, c'est mon rêve. Le contentieux environnemental en Afrique se développer. C'est de voir se développer le contentieux environnemental sur le continent africain. Et là, on observe, il y a très peu de contentieux. Alors, je vous ai posté dans le forum, je vous ai posté une vidéo. Oh, je ne sais pas si c'est dans votre forum, j'espère, parce que je l'ai dans la promotion Campbell, je l'ai posté. C'était hier sur c'était sur Bolloré, les activités de Bolloré au Cameroun. Bolloré au Cameroun. Et dans la vidéo que j'ai postée hier là, c'était en leur je leur disais cette vidéo est bonne pour la responsabilité sociale des multinationales. Alors, donc, dans cette vidéo-là, euh, au Cameroun, il y a un fonds qui a, je ne sais pas si elle a chassé Bolloré ou elle a privé, bref, elle a privé le financement Bolloré, des gros financements pour atteinte aux droits de l'homme au Cameroun, dans les plantations, dans les plantations euh, agroalimentaires au Cameroun. OK. Je prends cet exemple pourquoi? Ben parce que, en même temps, j'étais en train de dire que la société civile a quelque chose à faire. Quelque chose à faire, à bousculer l'administration. Alors, il y a un célèbre musicien au Cameroun, il est décédé, il s'appelait Lapiro de Mbanga. Très célèbre. Très célèbre. Alors, c'est quelqu'un qui chantait pour le petit peuple. Il chantait dans le langage populaire. Au Cameroun, il y a cette langue, le pidgin. C'est un peu comme le mélange du français et de l'anglais. Ce chanteur, donc,
ce musicien était politiquement engagé. Et puis, et dans ses chansons, donc, il tensait le gouvernement. Il tensait le gouvernement. Et puis, il a chanté une chanson, non mec erreur. Les politiciens camerounais vont toujours répéter ça, non mec erreur. On va dire au gouvernement, non mec erreur. Du gouvernement, ne fais pas l'erreur, non mec erreur. Les politiciens, notamment l'opposition, vont dire au gouvernement, non mec erreur. Ça veut dire que si le gouvernement essaie de faire ce que l'opposition ne veut pas là, ça va dégénérer entre eux. Donc, c'est ce musicien-là qui a chanté Non mais terreur et qui est repris jusqu'à aujourd'hui par les politiciens euh, dans leur bataille politique, toute politique. Alors, ce musicien, Lapiro de Mbanga, il s'était justement, dans sa localité, il est de Mbanga, où il vit, il s'était élevé justement contre Bolloré. Bolloré dans sa localité, dans les plantations de Njombe et de Loum. Les maltraitances qui sont aujourd'hui sanctionnées, reconnues, il s'est élevé il y a une dizaine d'années contre ces comportements-là. Mais malheureusement pour lui, le gouvernement l'a emprisonné et l'a tué. Donc, on l'a sorti juste pour aller mourir. Quand il devait dire mourir, le gouvernement l'a vite sorti de prison. Donc, voyez-vous, alors voilà par exemple ce qui est arrivé à cet activiste politique-là, qui a dénoncé une situation, une violation des droits des communautés, les mauvais traitements, les abus des multinationales. Le résultat, il a été emprisonné et tué. Pourtant, pourtant c'est ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait, mais sauf que ça va énerver le gouvernement, certains gouvernements, et puis ils vont emprisonner et tuer. Au lieu de tirer les leçons, au lieu de tirer les leçons du problème et s'améliorer, le gouvernement va s'énerver, va utiliser son bras armé, qui est la justice, va utiliser ses services de sécurité et il va tuer. Alors, donc la première chose quand on construit des ouvrages, c'est prendre en compte la protection de la biodiversité pour être en phase avec les normes environnementales, le respect de la biodiversité. Donc, il convient alors, pour garantir le développement durable, que les entreprises accordent la priorité aux arbres, aux espaces verts dans l'exécution des ouvrages publics. Cela implique que dès la constitution d'un dossier de candidature, un appel d'offres public, la structure met l'accent sur les solutions proposées pour assurer. Donc, dans un beau dossier à Paris, il faut montrer comment vous allez protéger les espaces verts, la petite forêt. Vous allez faire votre ouvrage, etc. Mais en même temps, vous arranger, montrer que non, vous allez protéger telle forêt, il y aura encore la forêt, il y aura encore les arbres, etc. Et les animaux qui s'y trouvent, non, vous allez protéger leur habitat, vous allez éviter à droite et à gauche. Éviter les nuisances sonores. Alors donc,
La gestion des bruits sur les chantiers ne doit pas causer des bruits. Alors, deux exemples ici. Deux exemples ici, c'est la construction des aéroports. Les bruits des avions, il y a eu beaucoup de procès, notamment en Europe, là, lorsqu'on veut agrandir un aéroport, des citoyens se sont opposés parce que les avions font beaucoup de bruit, décollent à tout moment la nuit et tout ça. Les gens ne peuvent pas dormir. Donc, un bon procès à l'administration parce que les gens ne peuvent pas dormir. Le procès serait imaginable à Douala au Cameroun. Et on ne peut pas étendre la nuit. On ne peut pas étendre. Les gens, voilà. On a déguerpi tous ceux qui sont voisins de l'aéroport, on les a déguerpis, on les a. A fortiori, si le gouvernement veut ajouter une autre piste, prendre sa piste, or, est-ce que les citoyens vont l'amener à la cour pour lui dire que ça va nous causer une nuisance et l'administration doit arrêter son projet d'étendre l'aéroport de. Alors, donc, il y a cet enjeu d'éviter les nuisances sonores. Alors, deuxième exemple, c'est toujours dans un pays européen, je ne sais plus lequel, je ne sais pas si c'est en Belgique, ou dans une maternité, un voisin à la maternité a porté, a amené l'hôpital au tribunal parce que quand les femmes viennent accoucher, elles crient. Alors, oui, mais le monsieur, et puis une troisième affaire, c'est ça, je l'ai vu quelques mois à la télévision en France. Deux voisins, un a des coqs ou un coq, et le coq très tôt le matin, le cocorico, 5 heures, le coq très tôt le matin fait son cocorico, et le voisin allait au tribunal pour trouble sonore. Et puis, ils ont pris des avocats, carrément. Ils ont payé des avocats, ils sont allés à la cour parce que le coq fait cocorico à 5 heures du matin. Mais, mais dans ce procès-là, c'est le coq qui avait gagné le procès. On n'allait pas interdire au coq de faire cocorico à 5 heures du matin. Bien. Alors, il y a la question des déchets. On en a parlé un peu avec les villes, les capitales africaines, Douala, Yaoundé, Abidjan, etc. Donc, le développement durable passe aussi par une organisation des travaux qui garantissent la bonne gestion des déchets. La question de la gestion des déchets en Afrique. Donc, une entreprise qui accorde une attention particulière à ce point augmente ses chances de remporter le marché. Et oui, un enjeu. Et la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le choix des matériaux moins polluants. Les entreprises de travaux publics ne doivent pas sacrifier ce critère des exigences économiques. Voyez-vous, le type de matériaux, ce sont des matériaux écologiques qui sont privilégiés. Alors, la question des aéroports. Construction de nouveaux aéroports entre dénis et défis environnementaux. Et là, alors, le transport aérien produit 2 à 3% de gaz à effet de serre de la planète.
Donc, la contribution du transport aérien au réchauffement de la planète va faire en sorte que, quand on veut construire un aéroport, il y a toute une bataille. Autre chose, comme je l'ai dit, la pollution phonique. Les riverains se battent pour obtenir l'interdiction des vols de nuit. Et parfois avec succès. Alors, quand vous organisez vos vols là, il y a les atterrissages à 3 heures du matin, 1 heure du matin, 2 heures du matin. Pas question. Les vols s'arrêtent à 22 heures. Alors, donc, oui, ils obtiennent une compensation financière pour l'isolation des logements aux frais des autorités portuaires. Donc, vous venez isoler là, tel qu'on entend par le bruit de vos avions. Alors, l'édification, l'agrandissement d'un aéroport suppose la destruction du milieu. Je crois que c'est ça le problème qu'il y avait l'aéroport de Nantes depuis peut-être 40 ans. On va agrandir l'aéroport, mais la population n'accepte pas. La population n'accepte pas depuis 40 ans. Ça ne passe pas. Et le gouvernement ne force pas non plus. Alors, donc, partout dans le monde est avancée la notion de mesure compensatoire. Si une zone d'intérêt national est détruite, alors il faut prévoir une reconstitution d'espaces naturels. Alors, quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité environnementale de l'administration? Là, je vais aller vite parce que c'est des notions que nous avons vues en droit administratif. Le juge administratif n'accepte pas n'importe quel type de dommage. Il exige que le dommage réparable atteigne un certain seuil de gravité. On a vu un peu hier avec le dommage écologique, qui est un dommage anormal à cause de la gravité. Donc, quand vous amenez le gouvernement au tribunal, ce n'est pas pour n'importe quelle raison. Il faudrait que vous amenez le gouvernement au tribunal pour quelque chose de grave, comme au Niger. Au Niger, il faut amener le gouvernement au tribunal parce que c'est grave. Alors, le président qui a accueilli ces experts-là, ces experts vont faire un travail, je le disais dans une de nos discussions, hier d'ailleurs, dans le cours d'hier, je disais qu'il était important pour plusieurs décennies d'exploitation de l'uranium au Niger, 60 ans d'exploitation, il était important de voir l'étendue du dommage. Un dommage qui résulte de 60 ans d'exploitation. Combien de Nigériens sont morts? Combien de générations de Nigériens sont morts? Sont tombés malades? Toutes les conséquences environnementales et sociales, ces experts que le président a rencontrés doivent l'établir scientifiquement. Ils doivent montrer la gravité du problème. Donc ça, c'est d'un. Deuxièmement, il est interdit de donner des injonctions à l'administration, au juge, ou de porter atteinte à l'ouvrage administratif. Le juge ne peut pas dire eh, cassez-moi cette route-là, qui ne respecte pas les normes environnementales et climatiques. Il faut casser et il faut interdire la construction. Donc le juge est limité face à l'administration. Bon, c'est bon aussi parce que l'administration doit être protégée. Donc, on a vu les limitations du pouvoir du juge. On ne peut pas adresser des injonctions à l'administration.
La règle de l'intangibilité prescrit qu'il interdit au juge de prendre des décisions susceptibles de porter atteinte à l'intégrité ou le fonctionnement de l'ouvrage. Ce principe se fonde sur la primauté de l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Donc, le juge administratif ne peut condamner le maître de l'ouvrage à exécuter des travaux en vue de faire cesser le dommage. Il ne peut pas. Le juge administratif ne peut ordonner une modification de l'ouvrage ou des mesures correctrices sans tomber sous le coup de l'interdiction faite au juge administratif d'adresser des intentions à l'administration. Alors, on ne voit pas pourquoi, compte tenu de cet encadrement, le gouvernement ne va pas au tribunal. Il est assez protégé, il faut qu'il aille au tribunal. Puisque rien ne va arriver au gouvernement quand il part au tribunal. Mais ce que le gouvernement ne veut pas, c'est la mauvaise publicité. La véritable sanction du gouvernement, c'est la mauvaise publicité, l'impact politique d'amener le gouvernement au tribunal. Deuxième situation, la responsabilité de l'administration pour faute de surveillance de l'environnement. Alors, la responsabilité écologique, c'est ici que le Niger nous intéresse. La responsabilité écologique de l'administration peut être évaluée en considérant les sanctions et inactions de l'État vis-à-vis de l'environnement. Alors, Maître nous qui devrait assister à ce cours, parce que ce qu'elle nous demande, là, ça se trouve dans ce cours. La reconnaissance de la responsabilité écologique, c'est ce qu'elle nous demande. De l'administration repose sur l'évaluation de son action ou de son idée. Ici, le Niger a fait mon action, laissez faire envers l'environnement et les mesures prises ou prévenues les préjudices écologiques. L'administration voit sa responsabilité engagée du fait de son action administrative illégale, c'est pas le cas du Niger, ou de son inaction fautive. Premièrement, disons, la responsabilité du fait d'une action administrative illégale. C'est le fondement de la faute de service que la responsabilité de l'administration est recherchée ici. Les plaignants, les administrés, estiment que l'action de l'administration leur cause un préjudice. L'exigence de la faute administrative doit être accompagnée de la preuve d'un dommage et du lien de causalité entre les deux. Le dommage et le lien de causalité. Par exemple, l'annulation de l'arrêté d'autorisation constitue une faute de nature engagée à la responsabilité de l'administration lorsque le requérant voisin de l'installation a supporté pendant longtemps les inconvénients résultant de l'exploitation régulière de l'installation. Une installation qui va causer des téléphonies, des antennes et conforts qui vont provoquer, je ne sais pas quoi, quel style de trouble aux voisins. Deuxième hypothèse
ce chapitre, la responsabilité du fait de l'inaction administrative en matière environnementale. C'est le cas du Niger. L'administration nigérienne engage sa responsabilité en raison de l'inaction dont elle fait preuve. L'obligation d'entretenir le domaine public entraînera-t-elle la responsabilité de l'administration en cas de dégradation de ses biens naturels? Alors, j'ai une expression que j'utilise souvent, que le gouvernement fait ami avec les multinationales. Le gouvernement fait ami avec les multinationales au point où, quand les multinationales commettent ces choses-là, le gouvernement est incapable d'agir. Et c'est ce qui s'est passé, entre le Niger et la France. La relation coloniale et incestueuse entre les autorités nigériennes et la France explique l'inaction du gouvernement nigérien au plan environnemental. On a fermé les yeux. On a fermé les yeux parce que c'est un partenaire. Et aujourd'hui, ça devient problématique. C'est une affaire qui date de 60 ans, ça devient problématique aujourd'hui parce que l'amitié s'est gâtée. Tant aussi longtemps qu'il y avait l'amitié entre le gouvernement nigérien et le gouvernement français, le problème ne serait pas sorti. Donc l'administration, voyez-vous, elle est complice. Elle est complice. Elle est responsable. Alors, mais sera-t-elle tenue pour responsable ou taxée malveillante lorsque les dégradations sont le résultat de la nature elle-même, inondations, marées exceptionnelles ou érosion? On pourrait le poser à Kinshasa ou à Nairobi, les inondations de Kinshasa ou de Nairobi. L'administration serait tenue responsable. Peut-on considérer ces faits naturels comme une force majeure qui va ignorer? Est-ce que le gouvernement ou le conseiller, Jeff, que le gouvernement va envoyer au tribunal? Est-ce que le Jeff va plaider la force majeure ou demander au juge de ne pas retenir la responsabilité du gouvernement, de l'administration, cas de force majeure, en disant à la Cour que, ben, écoutez, vraiment, ces inondations-là, le gouvernement ne peut rien, c'est la nature. L'administration était responsable des dégradations dues à des phénomènes naturels si elle n'a pas engagé les moyens adéquats pour empêcher ces derniers. Alors, l'inaction climatique de l'État. Alors, on va répondre. Maître, Maître Franck Kamango va répondre, qui occupe pour les victimes, va répondre au conseiller Jeff en lui disant que, ben, écoutez,
Monsieur du gouvernement, la prévention des risques majeurs relève en principe des activités de police administrative. Et que le gouvernement n'a pas fait son travail pour empêcher, sachant qu'à telle période de l'année, à la saison des pluies, il y a toujours des inondations. Et que le gouvernement a été défaillant parce qu'il n'a rien fait. Il aurait dû construire des digues, des déviations, etc. Et que cette défaillance fonde la responsabilité du gouvernement. Parce que cela relève non pas de la force majeure comme le prétend le conseiller Jeff, mais davantage de la police administrative, qui consiste à prévenir les troubles à l'ordre public. Et en l'occurrence, il s'agit des pouvoirs environnementaux dont dispose l'administration. Alors, on pourrait dès lors engager la responsabilité de l'administration sur le fondement de l'insuffisance de contrôle du gouvernement nigérien. Lorsqu'il revient au pouvoir public de prendre des mesures de sécurité préventive. La faute de négligence gouvernementale est susceptible d'engendrer la survenance de risques majeurs. Donc voilà le débat que Maître Chantal Landou nous demande de mener et qui se trouve dans ce chapitre. Alors, on a construit dans un ordre public environnemental. L'ordre public, ce n'est pas seulement quand les manifestants vont dans les rues de Kinshasa pour protester. L'ordre public aussi est environnemental. Et le fondateur de l'ordre public environnemental, c'est un certain président Georges Pompidou. Dans son discours de Chicago, qui a été à l'origine de la création du ministère de l'Environnement. Voilà d'où viennent toutes ces institutions. Alors il nous dit, Georges Pompidou, l'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus les biens dits de consommation, ce sont les biens les plus élémentaires, les plus nécessaires à la vie, comme l'air, l'eau qui commence à faire défaut. La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début du siècle s'acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. L'habitabilité de la terre. Le président poursuivait, il faut créer et répandre une sorte de morale de l'environnement imposant à l'État, aux collectivités, aux individus le respect de quelques règles élémentaires faute desquelles le monde deviendrait irrespirable. Il précisait, il s'ensuit que le rôle des pouvoirs publics ne peut aller qu'en s'étendant qu'à c'est à eux qu'il convient d'édicter des règles, de prononcer des interdictions. C'est la job du gouvernement. Mais l'application de ces règles ne peut être laissée à la seule discrétion des fonctionnaires et des techniciens. Dans un domaine dont dépend directement la vie quotidienne des hommes, s'impose plus qu'ailleurs le contrôle des citoyens et leur participation effective. Un discours fondateur de la gouvernance environnementale.
et qui a mené en France à la création du ministère de l'Environnement. Alors, je n'insiste pas ici, l'État qui est visé pour une action climatique, on va le voir dans le cadre du une action du gouvernement. L'État français, déjà, les mêmes protagonistes, l'État nigérien pour inaction, l'État français dans l'affaire du siècle, l'État français a été poursuivi pour inaction climatique devant le tribunal administratif de Paris. Et vous, donc, ces deux acteurs, ces deux États sont coupables d'inaction environnementale et climatique. Alors, troisième élément, la responsabilité environnementale sans faute de l'administration. Alors, la jurisprudence, ça, c'est le travail des juges. La jurisprudence a développé de longue date des régimes dans lesquels la responsabilité de la personne à l'origine d'une atteinte à l'environnement est engagée sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une faute. En droit français, il y a deux fondements, la responsabilité sans faute et les troubles anormaux de voisinage. Mais il y a aussi la théorie du risque, qui repose sur l'idée qu'une personne qui expose autrui à un risque du fait de son activité doit répondre du dommage qui peut survenir quand bien même la personne qui a été initiateur du risque n'en a pas pour autant le seul fait de créer une activité qui cause des risques à autrui apporte la responsabilité. Alors, les troubles anormaux de voisinage sont des inconvénients causés par les voisins. Ils peuvent être tout sortes de bruit, odeur, fumée. Il est tout à fait normal un samedi matin d'entendre le bruit du voisin, la tondeuse du voisin. On a pris l'hypothèse des femmes qui viennent accoucher à la maternité. C'est tout à fait normal d'entendre une femme qui pleure en donnant naissance. C'est ça qu'on allait débouter ce monsieur. Donc, il y a un trouble, mais il faut bien que le trouble soit normal. Alors, les voisins se doivent de tolérer les inconvénients normaux de voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance. Vous, d'entendre son voisin tondre son gazon de grâce. Alors, moi, personnellement, j'ai eu, j'habitais dans un immeuble ici, j'habitais dans un immeuble là, et puis ma voisine du bas, ma fille avait, elle avait peut-être 5 ans, donc petite là. Et donc, l'enfant à 5 ans, elle se déplace, elle fait des mouvements dans la maison, il joue dans la maison. Et la voisine du bas, fâchée, fâchée, fâchée. Alors, comment vous avez un enfant de 5 ans, comment l'empêcher de jouer à la maison? Comment est-ce possible? Comment c'est possible? Mais la voisine du bas ne voulait rien savoir. Rien savoir. Et puis, elle me faisait des problèmes. Vous voyez? Mais le droit nous dit ici que, ben, écoute, hein, ce sont les inconvénients. C'est plutôt normal. Si vous avez des jeunes enfants, ils vont s'amuser à la maison. C'est normal. Si vous avez le coq comme celui qui élevait son coq, qui chante le matin à 5 heures, ben c'est un trouble normal de voisinage. Donc les voisins se doivent de tolérer les inconvénients normaux de voisinage. Mais ils peuvent être indemnisés
mais ils peuvent être indemnisés pour les inconvénients considérés comme anormaux si ça devient anormal. Alors, bien, je vais m'arrêter ici pour laisser la place à la discussion. Voilà, on a 10 minutes de discussion. Vos remarques, observations, vos contributions à la discussion, la parole est à la classe. Bonjour, professeur. Oui, monsieur le conseiller, vous J'ai- étiez le j'ai- représentant du gouvernement dans ce cours. En tout cas, je dois d'abord dire merci parce que vous avez enrichi vraiment, vraiment tout ce que je suis en train de faire comme recherche. Ça, Oui, je l'avoue. Et de deux, vraiment, c'est comme on dit, on apprend toujours. Hein. En lisant, en suivant même le discours de Pompidou et les autres, qui a quand même cristallisé la réparation écologique des États. C'est vrai que dans nos États, il y a toujours cette inaction, inactivité du gouvernement par rapport à l'environnement parce que tout simplement, les dirigeants sont là pour dire, écoutez, on a tracé une route sur un parc naturel, c'est pour relier une province à une autre, c'est pour ceci, pour cela. Mais bon, au finish, ils ne tiennent pas compte vraiment de l'environnement, comme vous l'avez dit. Et là, je fais allusion à une décision que la Tanzanie a été condamnée, je crois, l'État tanzanien, par les ONG qui ont porté une action devant le juge, je crois que c'était le juge administratif, comme vous l'avez aussi souligné. Et donc, c'est des questions importantes parce que, comme vous l'avez dit, nous voulons tous vivre dans un environnement sain, mais comment faire pour protéger nos populations et les autres? Donc, en fait, à rallier la question politique, surtout l'action politique des gouvernements qui veulent se pérenniser au pouvoir parce que ils pensant agir à l'intérêt de la nation, mais naturellement, ce sont des intérêts cachés. Bon, ce n'est qu'une petite réflexion, prof. C'est un droit qui fait son chemin chez nous ben et nous oui. devons nous y mettre. Merci beaucoup. Merci Ouais. beaucoup. Merci, Mais prof. vraiment, mon rêve, c'est que ce droit se développe, qu'il se développe dans... Et puis, dans un pays comme le vôtre, comme ça, vraiment, c'est... Alors, alors l'autre jour, je réfléchis, je me disais que mais la RDC, le droit de l'environnement, vraiment, on devrait, c'est plutôt... C'est un droit qui devrait être très promu en RDC, mais vraiment parmi tous les pays Bon, africains, là. Hein, ce que vous c'est... dites là, professeur, nous avons des sites ici chez nous, Mhm, après exploitation, qui sont abandonnés. Et aujourd'hui, pratiquement, les populations sont presque riveraines de ces sites-là. Ils subissent les moustiques parce que ce sont des sites qui se remplissent d'eau après, mhm. parce qu'on n'a pas tenu compte de ce qu'il fallait faire ou remblayer ou fermer ces sites non plus. Et donc, il y a vraiment des problèmes réels d'écologie chez nous, mais on n'en tient pas compte parce que aussi les scientifiques ne s'y intéressent pas encore, ça il faut le dire. Et je crois qu'au fur et à mesure que nous tous ici informés de la question, ça nous permettrait vraiment de promouvoir ce droit à côté du minier qui évolue au même rythme, aux mêmes vitesse que le droit de l'environnement. Tout à fait conseillé. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présence et pour l'intérêt. Je vous en prie, professeur. Non, on est très intéressés. Merci beaucoup. Alors, la classe. Allô, monsieur le professeur. Oui, Maître John. Hey, Maître John Kangakolo, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Bienvenue, Maître. Oui, cher professeur, nous vous suivons avec une attention soutenue lorsque vous nous enseignez concernant la question environnementale qui doit être parmi les prioritaires
de nos gouvernements de la même façon que les questions économiques le sont. Alors, ma question est celle de savoir, à la différence du droit administratif interne, où nous savons que toute personne lésée par l'action ou l'inaction de l'administration publique peut l'actionner en contentieux administratif pour chercher réparation des dommages. Est-ce qu'en matière environnementale également, ce principe est applicable de la même façon ou existe-t-il, voilà la question, des sujets qui sont limitativement déterminés par les textes pour actionner justement le gouvernement en matière d'action ou d'inaction sur le plan environnemental? Excellente question, maître. Mais je crois qu'on a commencé à le voir hier en revisitant le Code civil français. Là, on a vu un certain nombre de dispositions. Il y avait précisément un article, je ne sais pas si c'était 1249, je ne me souviens plus exactement, qui faisait une énumération des sujets qui sont susceptibles d'actionner des sujets qui sont susceptibles d'actionner pour protéger l'environnement. Donc, vous nous avez parlé d'une liste. Effectivement, il y a une liste. Et dans cette liste, il y a l'État. Il y a les démembrements de l'État, les collectivités, là, les communes, les consorts. Il y a les associations agréées. Il y a des associations dont l'objet porte sur la protection de l'environnement et qui travaillent depuis plus de 5 ans. Voilà. Donc, il y a une shortlist. Une shortlist, pourquoi? Et puis, cette question mettait en avant, Maître John, le rôle des associations. Donc, le rôle des associations ou des ONG en matière de défense de l'environnement. Et en compulsant la jurisprudence, on va voir que les tribunaux, pour davantage protéger l'environnement, vont même accueillir les associations qui ne remplissent pas les conditions exigées par le législateur, juste dans un souci de protéger l'environnement. Et on s'est donc posé la question justement, est-ce que tout le monde ne pourrait pas, je crois que c'est le débat doctrinal, tout le monde, un droit pour tous, tout le monde ne pouvait pas rester en justice pour protéger l'environnement. Donc, je crois qu'en l'état, on est encore dans le régime de la shortlist et spécialement sur le rôle des ONG. Alors, personnellement, je pense que on a vu déjà par nos discussions d'hier que ce n'est pas un contentieux facile, notamment au niveau de la preuve. Ce n'est pas aisé en raison des incertitudes scientifiques. Donc, vraiment, ça prend clairement des organisations. Ça prend une organisation pour supporter ce genre de procès.
Donc, on comprend pourquoi il y a juste une liste limitative, si vous voulez, de sujets qui sont autorisés à rester en justice pour protéger l'environnement. Je peux intervenir à ce niveau? Oui, bien sûr. Je suis Maître Blaise Lunda. J'interviens par rapport au questionnement qu'a soulevé Maître Jeff et Maître John. Et au regard de votre commentaire au sujet notamment de droit d'agir en justice. C'est là où nous sommes. Contrairement à d'autres pays, hein, notamment la France, qui a limité effectivement le nombre de personnes parce qu'il y avait un droit d'action, notamment l'État, les collectivités, les associations qui défendent l'objet, qui défendent l'environnement, qui ont une existence de 5 ans, et ainsi de suite. Dans notre droit, au Congo, en RDC, toute personne a le droit, le devoir de défendre l'environnement. Toute personne. Et donc, et le droit d'agir, il peut être individuel ou collectif. Donc, en RDC, toute personne peut agir. Toute communauté peut agir en justice. Il n'y a pas de limitation à cela parce que c'est déjà un principe qui est constitutionnel. L'article 53 de la Constitution le pose. L'article 46 de la loi qui porte les principes fondamentaux de la protection de l'environnement le pose clairement. Que toute personne a le droit d'agir et ce droit d'agir peut être, l'action peut être individuelle ou collective. La difficulté, c'est ce que vous évoquez tout à l'heure. C'est le coût du procès. La difficulté d'obtenir la preuve, parce que toutes ces personnes qui peuvent demain se plaindre d'un dommage environnemental, ils n'ont pas de moyens pour obtenir la preuve scientifique pour établir un lien de causalité entre le fait dommageable et les préjudices qui subsistent. Ça, c'est un problème majeur. Voilà pourquoi il est toujours conseillé à ce que ce soit les grandes associations ou les grandes ONG qui ont de moyens, qui portent de telles actions. Et assez souvent, ce n'est même pas devant la justice congolaise. J'ai un cas ici, une société Perenco qui exploite le pétrole à Mwanda. Pour les cas de pollution, alors que institutionnellement c'est reconnu, il y a un rapport du Sénat congolais à ce sujet-là. Mais c'est Sherpa France, donc une association de protection de l'environnement française qui a porté ces litiges devant les tribunaux correctionnels de Paris. Parce que Perenco, vous savez, il y a des actions françaises, c'est une filiale. Donc, ce sont ces difficultés-là. Mais sur le plan de principe, il est clair que tout le monde peut agir en justice. Mais bon, la difficulté de la preuve posera problème. Et ici, surtout chez nous, l'expertise des juges. L'expertise des juges. Il est vrai qu'en matière de responsabilité environnementale, on va recourir au principe de la responsabilité civile en général, mais qui est très limité pour s'appliquer en dommages environnementaux, parce que c'est très limitatif, parce que établir les liens directs, certains dommages, assez souvent, sur le droit civil, il y a un élargissement avec les droits de l'homme. Donc, moi, je pense qu'il est important chez nous que les juges soient sensibilisés pour maîtriser le cadre de la protection de l'environnement, qui existe. Il est éparse, mais il existe. Mais il faudrait que les juristes se sensibilisent et les scientifiques. Maître Jeff disait tout à l'heure, les scientifiques ne s'intéressent pas trop souvent à des questions de pollution. Il a raison. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Les institutions universitaires, ici chez nous, il n'y a que 3 qui produisent des rapports scientifiques. C'est l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi et je pense l'université de Kisangani. Tous les autres n'ont pas d'outils qui peuvent permettre à faire des enquêtes et de expertise scientifique sur de dommages. Voilà ma contribution à ce niveau-ci. Merci.
Très bien, ça complète, ça complète l'enseignement. Et voilà, une très belle séance, très passionnante, à l'image de ce droit absolument passionnant. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, prof. Merci. Oui, on va continuer. Merci, cher professeur. Merci. Bonne soirée dominicale. Beaucoup d'intérêt. Bonne semaine à vous. Merci, pareillement. Vraiment. Merci, pareillement. Merci. Alors, bienvenue à la nouvelle classe, à la classe du droit minier. Bonjour à Maître Moulumba, Maître Alifa, Maître Dounia, bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, bonjour. Bonjour, prof. Bonjour et bienvenue. Maître Nathalie, bonjour.